sciences, et en particulier en physique et en chimie, on est amené à réaliser des mesures de longueur, de masse, de volume, de niveau sonore, de pH. À chaque fois qu'on réalise une mesure, malheureusement, celle-ci est entachée d'une certaine incertitude. Je voudrais résumer ici les connaissances à avoir pour le baccalauréat concernant les incertitudes de mesure. J'ai pris une balance de cuisine, je l'ai allumée, je l'ai tarée, et j'ai posé un citron. Et j'ai obtenu une mesure de la masse du citron, 135 grammes. J'ai éteint la balance, j'ai retiré le citron, j'ai rallumé la balance, j'ai reposé le citron, j'ai obtenu 137 grammes. Et enfin, une troisième fois, 136 grammes. Alors quelle est la masse du citron? Ben, j'en ai aucune idée. Je n'ai obtenu que des mesures de la masse du citron. La masse vraie, la masse réelle, la vraie masse, je ne la connaîtrai jamais. Par contre, je peux modifier le matériel utilisé, je peux modifier le protocole utilisé pour essayer, grâce à mes mesures, de m'approcher le plus près possible de la masse vraie du citron. C'est ce que j'illustre ici avec ces cibles. Le centre de la cible, c'est la masse vraie du citron. Les flèches représentent les trois mesures que j'ai réalisées. Je crois que la diapositive précédente, elle est illustrée ici par la cible qui est la troisième en partant de la gauche. 135 grammes, 136 grammes, 137 grammes. Les mesures sont relativement fidèles les unes avec les autres, c'est-à-dire relativement proches les unes des autres. Et je pense qu'avec le matériel et le protocole que j'ai utilisé, je suis proche de la masse vraie du citron. Si ma balance avait un problème technique, ou bien si j'avais mal utilisé ma balance, par exemple en faisant en sorte que le plateau ne soit pas bien horizontal, peut-être que mes trois mesures auraient été fidèles les unes par rapport aux autres, mais très éloignées de la valeur vraie, la masse du citron. C'est la deuxième cible en partant de la gauche. J'aurais peut-être pu utiliser une balance différente, qui m'aurait donné des valeurs beaucoup plus dispersées. C'est le cas de la cible qui est la plus à gauche. Et peut-être qu'en recherchant une balance plus performante, un protocole plus adapté, des conditions de mesure plus correctes, j'aurais pu obtenir trois mesures extrêmement proches les unes des autres, donc fidèles, et très proches de la valeur vraie, donc juste. Ces quatre cibles illustrent le principe de la justesse et de la fidélité. C'est juste si les mesures me permettent de trouver une mesure proche de la valeur vraie, et c'est fidèle si elles sont répétitives. Malheureusement, souvent, les mesures sont dispersées comme sur la cible la plus à gauche. Alors, en seconde, vous avez vu que l'instrument de mesure et le protocole avaient éventuellement une influence sur le résultat de notre mesure, de notre opération de mesurage. Vous avez vu également que, eh bien, en répétant un grand nombre de fois la même mesure et donc le même protocole, on pouvait représenter un histogramme qui permettait d'avoir une idée sur euh, la valeur vraie de la grandeur qu'on cherche. Ce que vous avez mémorisé en finissant la classe de seconde, c'est que lorsqu'on répète une mesure identique plusieurs fois, on peut considérer que la moyenne est un bon estimateur de la valeur vraie, même si encore une fois, celle-ci n'est jamais connue. Vous avez vu également en seconde que l'incertitude se calculait facilement en disant que l'incertitude, c'était l'écart type divisé par le racine carrée de n étant le nombre de mesures. Tout à l'heure, avec ma balance, n était égal à 3. Alors, un exemple. L'influence du matériel qu'on va utiliser. Des élèves prélèvent 25 ml d'eau à l'aide d'une pipette graduée et mesurent la masse d'eau
contenu donc dans la pipette. On répète l'opération 20 fois, avec deux matériels différents, une pipette graduée, une pipette jaugée. Avec la pipette graduée, la moyenne est de 24,86 ml. Avec la pipette jaugée, elle est de 24,94 ml. L'incertitude, qui se calcule par écart type divisé par racine de n, donc racine de 20 ici, vous voyez qu'elle est de 0,04 avec la pipette graduée et de 0,01 avec la pipette jaugée. Conclusion, l'incertitude étant plus faible avec la pipette jaugée, il est plus intéressant d'utiliser la pipette jaugée pour mesurer ce volume. On peut représenter ça par un histogramme. En abscisse, on place les valeurs des volumes avec les différentes classes de mesures et en ordonnée le nombre, donc la fréquence, le nombre de mesures réalisées. Vous voyez que avec la pipette graduée, les mesures sont beaucoup plus dispersées, même si la moyenne est très proche de la moyenne obtenue avec la pipette jaugée. Avec la pipette jaugée, les mesures sont plus fidèles les unes avec les autres, on n'a que 3 bâtons très rapprochés les uns des autres. Le protocole a également une influence sur la qualité de l'opération de mesure, qu'on appelle le mesurage. Imaginons des élèves qui pèsent avec une balance de précision, une balance du laboratoire, 10 ml d'eau prélevée avec une pipette jaugée. Les 8 groupes ont travaillé exactement dans les mêmes conditions et ils réalisent chacun 3 mesures. Au total, on a 24 mesures. Voilà l'histogramme pour ces 24 mesures. Vous voyez que les valeurs sont très dispersées. Si maintenant vous représentez un histogramme avec uniquement les moyennes des groupes, vous voyez que les mesures sont beaucoup moins dispersées. Conclusion, pour avoir une dispersion plus faible, il vaut mieux utiliser les valeurs moyennes obtenues. Le défaut de cette méthode, qui consiste à répéter la mesure, c'est qu'elle prend du temps. Un petit point sur votre calculatrice, vous avez très certainement la calculatrice TI-83, elle permet de créer des listes, et ensuite, en exploitant les grandeurs statistiques, on peut faire figurer sur l'écran de la calculatrice, l'histogramme. Petite remarque, pour la calculatrice Texas Instruments, l'écart type se note SX. Pour la calculatrice Casio, vous voyez que la notation est différente. En première, on a insisté sur les deux types d'incertitudes en leur donnant un nom. Tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est-à-dire répéter plusieurs fois la mesure, il s'agit d'une incertitude de type A, que vous savez donc maintenant évaluer, c'est l'écart type divisé par racine de n. Mais parfois on réalise une mesure unique, à l'aide d'une balance, à l'aide d'un thermomètre, à l'aide d'une pipette jaugée, à l'aide d'un pH mètre. À ce moment-là, on parlera d'incertitude de type B, et pour calculer cette incertitude, la formule vous sera toujours fournie. Mais je vous en dis quand même quelques mots. Imaginons une mesure de volume. Si, premier exemple, la burette graduée, lors d'un titrage par exemple. Le cas du milieu, il s'agit d'une pipette jaugée, et le troisième exemple, il s'agit d'une fiole jaugée. Comment trouver l'incertitude? Elle est directement fournie par le constructeur. Au lycée, on dira que l'incertitude ici, elle est égale à la précision qui est indiquée là, ou tolérance, 0,05 ml, 0,03 pour la pipette jaugée et 0,3 pour la fiole jaugée de 500 ml. Une remarque, toutes les incertitudes au lycée ne sont données qu'avec un seul chiffre significatif. 0,03 se note 3×10-2, il n'y a donc bien qu'un chiffre significatif. Si maintenant vous utilisez un appareil avec un affichage numérique, une balance par exemple, le constructeur vous fournit la précision et donc l'incertitude. Idem pour le pH mètre, d'ailleurs on utilise souvent une incertitude de 0,1, et vous avez un cas un peu plus complexe au centre, où l'incertitude va dépendre du type de mesure que vous réalisez, tension continue, tension alternative, mais également très souvent du calibre que vous utilisez. Si vous utilisez le calibre 2 volts, ça signifie que vous ne pourrez pas mesurer une tension supérieure à 2 volts. Eh bien, comment calculer à ce moment-là l'incertitude? Vous regardez les informations fournies par le constructeur.
Ici, on mesure une tension continue de 270,2 volts. Donc il s'agit de la tension DC, direct courant, tension continue. Comment déterminer l'incertitude? Vous faites 0,09% de 270,2 auquel vous ajoutez 2. Alors qu'est-ce que c'est que ce 2? C'est 2 chiffres de résolution. Donc là, vous voyez que la résolution elle est de 0,1 volt, puisque l'affichage est 270,2. Donc vous faites, pour déterminer l'incertitude, 270,2 fois 0,9% plus 2 fois 0,1. Et vous ne laissez qu'un chiffre significatif en arrondissant au-dessus. Pour les instruments gradués, on prend généralement comme incertitude, c'est le cas de votre règle par exemple, une graduation ou une demi-graduation. Parfois, cette règle n'est pas la bonne, notamment en optique. Quand on souhaite mesurer une grandeur sur le banc d'optique, en fait, on observe l'image et on souhaite obtenir une image nette. Mais il y a une certaine latitude de mise au point. Donc je déplace l'écran, j'observe une image nette, mais si je le déplace de quelques millimètres, j'observe toujours une image nette. Donc on considérera à ce moment-là que l'incertitude, ce n'est pas la graduation ou la demi-graduation du banc, mais en fait c'est l'étendue de la mesure, et donc la demi-étendue représentera l'incertitude. En terminale, on va un tout petit peu plus loin. On va évaluer à l'aide d'une formule fournie, donc pas de panique, l'incertitude type d'une grandeur utilisant plusieurs mesures dont les incertitudes sont connues. Et vous devrez savoir utiliser un programme Python qui vous permet de simuler euh, ce type de calcul. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et enfin, on vous demandera de valider vos mesures, votre protocole, à l'aide d'une formule qui est toujours la même. On va voir ça un peu plus loin. Alors, concernant les incertitudes composées, si la formule est du type je multiplie deux mesures, x fois y, et je les divise par z pour obtenir la grandeur qui m'intéresse, eh bien, l'incertitude sur x est égale à racine carrée de u de x sur x au carré, plus u de y sur y au carré, plus u de z sur z au carré. Et je ne laisserai qu'un chiffre significatif. Si la grandeur que je cherche à calculer est la somme de trois mesures réalisées, l'incertitude, c'est la racine carrée de u de x au carré, plus u de y au carré, plus u de z au carré. Alors, concernant la comparaison du résultat de vos mesures avec la valeur vraie ou la valeur de référence. Voilà un schéma qui montre l'intérêt de cette formule qu'on voit très souvent apparaître dans les sujets de baccalauréat. Vous avez ici le trait noir, la valeur de référence qui est indiquée par le sujet. Les petits traits noirs verticaux représentent les mesures qui ont été réalisées. Et là, vous avez votre mesure que votre groupe a réalisée en rouge. Vous pouvez mesurer sans problème, calculer l'écart absolu, donc une valeur positive, entre la valeur de référence et votre mesure. Eh bien, vous pourrez valider votre protocole, vous pourrez valider votre mesure, donc, si cet écart absolu, il est inférieur à 2 fois l'incertitude. C'est une formule qui est admise au lycée. Si cet écart absolu, il n'est pas inférieur ou égal à 2 fois la mesure, si donc il est plus grand que 2 fois l'incertitude, pardon, vous ne pourrez pas valider votre protocole, ce qui signifiera que la mesure que vous avez déclarée à la fin de votre protocole ne peut pas être validée. Peut-être parce que votre protocole est faux,
ou peut-être parce que vous avez mal manipulé, ou peut-être encore parce que les conditions de la mesure, la température dans la pièce par exemple, eh bien, n'a pas permis d'obtenir un protocole euh, correct. En terminale STL et SPCL, les compétences sur les mesures et les incertitudes sont les mêmes. À ceci près qu'on insiste un peu plus sur le matériel qu'on va utiliser et sur le protocole qu'on va utiliser. Par exemple, on peut mesurer la distance focale d'une lentille. Et pour ça, il existe deux protocoles historiques bien connus. Imaginons que les élèves réalisent 8 mesures pour chaque méthode. Il s'agit donc de calculer une incertitude de type A, une incertitude de répétition de mesures identiques. L'incertitude sera égale à écart type divisé par racine de 8. Une première méthode s'appelle la méthode d'autocollimation. Voilà les résultats des élèves. Vous voyez que ces valeurs, elles sont relativement proches les unes des autres, donc elles sont fidèles. Quel est le résultat de votre mesure? La moyenne. La moyenne de ces mesures, 199,5. L'incertitude, je vous la laisse calculer, c'est l'écart type divisé par racine de 8. Ici, enfin, on vous a représenté l'histogramme. Vous voyez que ces valeurs, elles sont quand même relativement dispersées. Une autre s'appelle la méthode de Bessel, peu importe. Les élèves ont réalisé 8 fois le protocole. Ils ont calculé la moyenne, considérant que la moyenne est le résultat de leur mesure. Je vous laisse calculer l'écart type. L'écart type, il est égal à je vous laisse mesurer l'incertitude. L'incertitude est égale à l'écart type divisé par racine de n. Vous constatez que dans les deux cas, la mesure est la même, puisque la moyenne, on peut valider les deux méthodes. Mais on constate que la deuxième méthode, en rouge, est plus fidèle, c'est-à-dire que les valeurs mesurées, qu'on voit ici apparaître par l'histogramme en rouge, sont plus proches les unes des autres.